La vie est faite de détails, mais un détail peut changer toute une vie. Donc faisons attention à tout ce que nous posons comme acte. Il est important de pouvoir toujours mettre autant d'amour là-dedans, de se soucier de la personne qui est en face, parce que la vie, souvenez-vous, est un précieux cadeau. Il faut prendre soin de cette vie-là. Prenez soin de votre vie, profitez de chaque instant, de chaque moment. À peine nous avions entamé la semaine, à peine cette semaine-là s'achève, parce que nous sommes déjà à vendredi. Pourtant, hier encore, on était lundi. Heureux de vous retrouver ce matin. Bien le bonjour à tous et bienvenue à ce programme. Malgré les intempéries, on choisit de répondre présent parce que c'est une obligation pour nous de vous servir, de vous savoir servir, de vous savoir heureux, d'avoir une bonne dose d'information. Parce qu'ici, ce qui prime, c'est l'information. Et l'information, pour la décortiquer, j'ai besoin de tous, de vous et de tous les membres de cette équipe de ce plateau, raison pour laquelle ce matin encore, Charlamagne Bachou, Pamela Fomen, Bonbon Bengan Kandé, Dominique Audrey, Oyengelek ont répondu présent. Bonjour à Emmanuel Wapi, c'est lui qui s'occupe de toute l'équipe technique de l'autre côté. Dominique Audrey, l'histoire de ce matin nous intéresse. Bonjour Isabelle Bonjour. Carole, bonjour tous les spectateurs. Cette histoire nous vient de Baganté. Je vis dans la ville de Baganté, j'ai besoin de vos conseils. Je suis à bout de souffle, voici de quoi il s'agit. J'ai 36 ans aujourd'hui, j'ai perdu le père de mes enfants il y a de cela 10 ans, jour pour jour. Avant sa mort, lui et moi avions construit une maison. Après avoir tollé la maison, un mois après, il fait un accident de la circulation et meurt. Quelques minutes après avoir fait le deuil, sa famille m'a totalement abandonné. Même la charge des enfants, ils ont prétexté qu'ils ne m'avaient pas épousée. Je n'ai rien dit. Entre-temps, j'apprends qu'ils ont fini la maison et ils ont mis cette maison en location. Pendant que je errais partout dans toutes les villes du pays avec mes enfants. Voilà, aujourd'hui, ma première fille qui a composé pour un examen pour entrer dans une école de formation nationale à des infirmiers. J'ai pas de soutien. L'autre a 16 ans, le dernier enfant a 13 ans. Je suis à bout de souffle. Je ne sais pas comment gérer cette situation. Je n'ai pas eu d'acte de mariage. C'est pour cette raison qu'après le deuil, cette famille m'a repoussée. Nous avons fait 9 ans sous le même toit et ça fait 10 ans qu'il est décédé. Et toute naïve que j'étais, le jour qu'on m'a remis les papiers, bien avant sa mort, il avait remis les papiers au pasteur. Après notre retour du deuil, le pasteur a fait appel à nos deux familles et en la présence d'un huissier de justice, celui-ci m'avait questionné et il m'a dit ceci devant toutes les personnes qui étaient là, que lorsque les enfants grandiraient, on pourrait aisément leur restituer le bien de leur père. Sauf que après m'avoir remis les papiers de la maison, ma belle-mère a commencé à avoir des attitudes bizarres, tellement elle était menaçante que j'ai fini par lui rendre les papiers de cette maison-là. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir scolariser, nourrir, entretenir mes enfants. Je n'ai pas le droit de recevoir un copec sur la location de cette maison que mon mari et moi, mon conjoint et moi avons construite à l'époque. Je ne sais pas vers quel sein me tourner. Est-ce que je dois aller dans un commissariat? J'ai même pensé que mes enfants pourraient aller se plaindre chez le sous-préfet. J'ai besoin d'orientation, je ne sais pas trop quoi faire. Aujourd'hui, je n'ai plus les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de ces 3 enfants-là. Elle n'était pas mariée officiellement. Non. Elle a fait ses bêtises à elle. Mais elle vivait dans cette maison avec son compagnon. Donc, ils étaient en location, non? Ouais. Et pendant ce temps, ils étaient en chantier. Donc, lorsqu'on finit de toller la maison, un mois après avoir tollé la maison, le monsieur fait un accident de la circulation et il décède. Donc, avant qu'il n'entre dans la maison, il décède. Elle est allée enterrer le monsieur comme il se doit, sauf qu'en revenant, elle n'avait plus accès à cette maison dans laquelle dit-elle avoir contribué. J'imagine. Elle travaillait à l'époque. Oui, elle dit qu'elle menait de petites activités. Oui, ça veut dire en réalité que dans cette maison, elle a mis du sien. Elle a contribué. Elle a mis du Oui, la sien. maison achevée a des locataires. Elle a mis du sien et elle a abandonné. C'est-à-dire, Bobo Bengal, avoir mis du sien et abandonné, je veux bien Quand comprendre. ma belle-mère a montré un visage, je lui ai remis les papiers. Maintenant, elle vient pleurer quoi? Est-ce qu'on ne dira pas, sous le poids de la pression de certaines familles,
on se retrouve quelquefois en train de poser des actes qu'on pourrait regretter. C'est-à-dire que quand elle dit « ma belle-mère a fait ci ou ça », on comprend bien toute la pression et aller savoir quel type de pression est-ce qu'elle a bien pu subir au point de se retrouver à remettre ses papiers à sa belle-mère. L'erreur qu'on vous demande de ne jamais commettre, Oui. mettez vos familles en premier. Elle ne peut pas nous dire que l'huissier de justice était là, qui avait le truc, qui a réuni les deux familles, on lui a remis les papiers de la maison et tout. Maintenant, quand sa belle-mère affiche un type de comportement, elle ne se réfère pas à sa famille, elle va remettre les papiers à sa belle-mère. Qui la protège donc? Maintenant, elle va venir, on va organiser une 68e Assemblée Générale des Nations Unies. C'est là? Non. Non, mais s'il faut, si vous permettez, revenir à la base, c'est-à-dire que l'aurore de cette relation, la dame se retrouve aujourd'hui avec 3 enfants, c'est ça? Oui, Bon. l'aîné a 19 ans, le deuxième 16 Mais ans. et moi, le je veux deuxième comprendre. 13 Ça ans. veut dire que le minimum de cette relation, c'est 20 ans à peu près. Oui, Bon, Bingan. Vraiment, les gens me taperont toujours sur les 9 ans doigts. avec le monsieur. Mais je pose la question, ça se passe comment? On fait comment pour faire 10 ans avec un homme? Vraiment, qui n'a pas... Non, attendez, qui n'a pas fait le toqué-porte? Il ne vous a pas doté, il ne vous a pas épousé, rien du tout. On fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, il décède. Voilà. Les larmes sont difficiles à repartir aussi. Non, c'est elle qui nous amène là où on les se trouve. Elle a pris un chemin et c'est pour ça qu'on vous dit... Qui a pris ce chemin tortueux? Est-ce que La c'est pas son fille. mari qui l'a mis dans cette mauvaise passe? Non. Non. Elle a décidé. La preuve, après le départ de son mari, on lui remet les papiers. Elle prend et remet à sa belle-mère parce que sa belle-mère a élargi les yeux et tout. Si elle avait une posture plus claire, elle n'aurait jamais La faibli. posture, d'abord, elle n'est pas dotée. Ça veut dire que là encore, ça renforce son statut. Elle part avec les enfants dans sa famille. Elle part, c'est les enfants de sa famille, elle n'est pas dotée. Par principe, c'est cela. Maintenant, il y a quand même une partie de sa belle famille, entre guillemets, qui Oui. estime qu'elle a nos enfants, ils ont ensemble commencé la construction d'une maison. Voilà, on s'est réunis en conseil de famille avec un homme de loi dit non, vraiment, nous tous, on se consent de remettre les papiers à cette dame. À ce moment, les enfants ne sont pas à l'école. Justement, au lieu de venir, de garder ses papiers, ou alors, en cas de menace, comme semble être le cas pour sa belle-mère, c'est retourner chez elle. Elle a un chef de famille. Elle a sa maman peut-être qui vit. Il dit, maman, voici ce que je reçois comme représailles, comme pression, comme tout de ma belle famille. Je fais comment? Elle a pris sur elle de remettre vraiment ces choses-là. Hein, on donne, on quitte sur ça. Non, c'est pas comme ça que ces choses se posent. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. C'est votre famille qui doit voir votre belle famille en disant, mais vous avez mangé votre enfant. Laissez notre fille tranquille. Voilà les termes que nous utilisons souvent. En fait, c'est pour faire la pression. Ce n'est pas qu'ils l'ont tué véritablement. Mais c'est ça. Notre fille est venue, elle est venue d'abord non content de n'avoir pas doté. Nous, on vous dit, on garde vos enfants et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Même là où son fiancé et elle ont commencé la construction d'une maison, nous tous ensemble, on avait consenti de lui remettre les papiers. Voilà. Ça vient d'où? Qu'on vient réclamer les papiers. C'est ta famille qui parle à ta belle famille, et là tu as une espèce de sécurité. Parce que justement, même en cas de mariage, pour bénéficier de quoi que ce soit, pension, CNPS et tout ça, il y a un procès verbal de conseil de famille. Toujours, il y a un procès verbal de conseil de famille. Vous ne pouvez donc pas, une tutu personne, décider à la place de la famille. Ça, c'est une erreur grave qu'elle a commise. C'est une erreur. Là, maintenant, elle va donner des coups de cœur qu'on va faire, ou la solidarité, elle ne sait pas où, le sous-préfet, alors qu'elle avait tout en main. Non, mais est-ce que ces enfants peuvent réclamer aujourd'hui ce bien, puisqu'ils sont reconnus? Oui, Il y a 19 ans. J'ai dit oui. Voilà. Les enfants peuvent réclamer, mais les enfants sont aussi exposés à une mort tragique. Leur papa est mort de manière tragique. Oui. Est-ce qu'on a coupé ces liens de mort tragique? Justement, c'est
lorsqu'on vous parle de physique quantique, c'est cela. C'est-à-dire que vous êtes exposé à tout ce qui apporte la bagarre, à la violence. Et ce n'est pas bon. Certains problèmes sont souvent connus à l'avance et il faut développer les moyens de contournement parce que l'affrontement n'est pas bien. D'accord. Pamela Fomen, je veux avec vous comprendre cette situation. Qu'est-ce qui peut motiver une belle famille avec laquelle vous êtes resté pendant 19 ans environ? 9 ans exactement. À aujourd'hui, vraiment vous montrer un autre visage. Parce qu'en réalité, on va comprendre que quand l'homme était présent, on était tous souriants avec vous, on était à vos côtés, on vous traitait d'être la meilleure femme, de faire des enfants qu'il faut, d'être travailleuse, d'être correcte, d'être la femme parfaite pour leur fils, leur frère. Une fois qu'il décède, c'est bonjour le calvaire. Et il y a énormément de femmes qui ont vécu et qui continuent de vivre cette situation. C'est-à-dire que après le décès du mari ou du conjoint, du partenaire, du compagnon, bonjour la catastrophe, bonjour l'enfer. Qu'est-ce qui se passe dans les belles familles aujourd'hui? C'est le côté obscur des belles familles, c'est connu de tous. Quand votre mari vit, tout le monde vous aime, vous êtes la belle-sœur préférée, vous êtes celle que lorsqu'on a les problèmes, c'est vers elle qu'on se rapproche pour résoudre. Lorsqu'on ne se sent pas bien, lorsqu'on veut prendre quelque chose à son propre frère, on passe par la femme. Maintenant, aujourd'hui, lorsque le mari décède, c'est à ce moment que vous réalisez vraiment qui sont ceux qui sont avec vous et ceux qui sont contre vous, comme la dame est en train de bien voir de par sa belle-mère. Vous ne pouvez pas être avec un homme, c'est 10 ans de relation par là. Il ne vous a pas épousé, mais vous avez quand même pris sur vous de dire que bon, au nom de l'amour que je porte pour lui, au nom de ce qu'on pourra vivre dans les années à venir, on va construire une maison dans laquelle mes enfants vont vivre et nous également. Maintenant, on ne prévoit pas la mort. L'homme est parti. Qu'est-ce que la fille doit faire maintenant? Est-ce qu'elle doit réclamer, encore qu'on lui a remis les papiers de la maison, mais elle a pris sur elle? À aucun moment on nous a dit que la belle-mère a usé des forces physiques ou bien... Oui, c'est usé de force. On a parlé de menaces. Elle a dû donner pour... On peut comprendre tout ce qui se retrouve dans le mot menace. Oui, ça on peut imaginer. Mais je pense que cette fille, elle ne devrait pas donner ses papiers à sa belle-mère. Pamela Fomen, est-ce qu'il faut déjà aller vivre sur un homme de manière... Mais attendez, Isabelle. Je n'ai pas voulu utiliser l'expression. On va laisser ça sortir de la bouche de Dominique Audrey. Je n'ai pas voulu utiliser l'expression. Vraiment, est-ce qu'il faut permettre ça? C'est-à-dire qu'entamer une relation par effraction? Mais attendez, on vit où? C'est pas au Cameroun. C'est la première relation. Il n'y a pas de concubinage partout dans le monde. Non, c'est pas partout au monde, mais j'ai dit pour le cas du Cameroun. Est-ce que c'est pas la dame? Est-ce que c'est pas la dame elle-même qui s'est emballée dans ces problèmes? C'est-à-dire que elle n'a pas, ou alors sa famille même dit en réalité tu es avec qui, ça se passe comment et tout. Mais après 10 ans quand même, vous n'attendez pas 20 ans pour venir faire un toquet-pote. Je me dis que lorsqu'elle a conçu la première grossesse, elle a dit non, écoute. Elle était chez eux. Sa mère lui a peut-être dit, ça c'est entre guillemets que... Ou la famille de l'homme lui a dit, comme tu es enceinte, on ne peut pas te doter. Viens accoucher. Voilà, le temps que tu auras accouché, on va te doter. Quand les femmes à qui on a dit accouche d'abord, on va te doter. Ça fait 20 ans, elles sont là. Voilà. Donc sa mère lui a peut-être dit des mots choquants dans la maison. C'est un problème que vous voulez résoudre aujourd'hui, Isabelle Caron. Okay. Parce qu'on n'est plus dans le sujet, on est dans votre sujet de Non. Pamela Fomen. Je dis peut-être la femme était chez eux, elle avait déjà un enfant. Sa mère lui disait, il y a les paroles déplacées, qu'elle n'a pas pu supporter. Sa mère lui disait peut-être, comme tu restes ici, là, l'homme là va aller épouser une autre femme. Elle a décidé que, ok, pour que ça n'arrive pas, vaudrait mieux que j'aille rejoindre l'homme chez lui. Et c'est de là que l'accouchement a continué à pousser. Donc elle a pensé que c'est sa famille à elle qui ça peut être, on connaît nos mamans aujourd'hui, ça peut être ça. Qui est partie. Maman dit ne pars pas, elle a dit que si je ne pars pas, je vais mourir. Non, pas maman, il y a les mamans qui le font. Je vais mourir. Il y a les mamans qui le font. Et d'autres qui vont t'intriguer en longueur de pas. journée. Je t'ai payé la scolarité, je t'ai envoyé dans une école de formation, je t'ai fait X pour me ramener l'enfant. En tout cas, tu vas aller vivre sur cet homme, il va s'occuper de toi. C'est comme ça qu'il va. Elle encaisse 3-4 grossesses. L'homme lui promet que dans 2 ans, je vais t'épouser. 2 ans passent. 10 ans, je se retrouve, elle a investi dans une maison, elle n'arrive pas à voir, elle n'arrive pas à entrer en possession de cette maison, elle a les enfants, sa belle-mère la menace, elle prend les papiers, elle donne. Finalement, elle se retrouve dans quoi? Parce que si l'homme chez qui on a la protection de sa famille, Pamela Fomen, moi c'est ce que je veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on dérape un tout petit peu, l'amour obstrue un peu notre raison, est-ce qu'il ne convient pas à votre famille de vous regarder un tout petit peu? Pamela, écoute, ça fait 8 ans que tu es avec Jean-Paul. Vraiment, essayez de voir comment vous pouvez
arrondi les bords de votre relation pour que ce soit un peu plus correct. La famille vous aide à polir la relation. C'est-à-dire quoi? Elle vous demande de rentrer chez vous en attendant que Pas de l'homme se rentrer, prépare. mais d'une façon ou d'une autre, On vous de donne mettre les l'argent choses au pour qu'il clair. vous épouse. On vous donne l'argent, on lui donne l'argent, peut-être 2 millions, on va donner à ton mari, il vient t'épouser. Elle Après attire demain, par exemple son attention. après demain, il t'insulte dans le mariage que vraiment, je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser, c'est toi qui es venu avec l'argent. C'est-à-dire que ça va aller dans tous les sens. Je me dis que la femme est restée autant d'années parce qu'elle espérait que demain, l'homme va l'épouser et elle prend son argent, elle injecte dans un bien commun avec son mari. Vous êtes sûr que la famille est au courant de ce qu'elle a remis les papiers à sa belle-mère? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle a concédé un membre de sa Ça famille fait pour 10 lui ans, dire... donc tout le monde sait. Tout le monde 10 sait. ans qu'il Est-ce est qu'en mort. remettant les papiers avec un membre de sa famille, Oui. peut-être c'est au regard du comportement de sa belle-mère, elle a pris sur elle pour fuir le risque. Elle a remis, ok, comme tu me menaces sur le bien que j'ai avec mon mari et mes enfants, ok, je te remets. Ok, maman, peut-être c'est après, quand la famille va se rendre compte qu'elle est toujours en location, pourtant elle a investi dans un bien, la famille va s'interpeller que mais attends. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Parce que la dame qui écrit, en réalité, a du mal à gérer les 3 enfants désormais. La scolarité, suivi, nutrition et tout ça, ça fait 10 ans que le mari est décédé. Oui. Donc ça fait 19 ans qu'elle est rentrée dans cette famille. Comment est-ce qu'elle doit procéder? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on peut sauver? Est-ce qu'elle peut rétablir bien sûr. ce lien-là? Bien sûr, il y a des choses qu'on peut encore sauver. Je pense que cette fille doit aller avec sa famille ou alors rencontrer d'abord sa famille afin que les porte-paroles de sa famille vont aller vers la famille de son mari. Ils feront une assise et à l'unanimité, ils vont décider ce qu'ils feront des enfants. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'elle pleure, c'est l'école de ses enfants. Ses enfants vont devenir quoi? Elle n'arrive pas à les scolariser. Pourtant, leur père a laissé quelque chose. Qu'elle-même est consciente de ce qu'elle en a mis son argent à l'intérieur. Donc, elle-même, personnellement, ne peut pas résoudre ce problème. Il va falloir que les 2 familles se concertent et on réfléchisse comment. Soit elle va aller dans cette maison, prendre une partie, mettre en location et payer la scolarité de ses enfants. Ou alors, comme on l'a définitivement retiré de cette maison, on prend la location qui est là-bas et on injecte sur la scolarité de ses enfants. Je pense que c'est comme ça qu'on résoudra le problème. Alors, Charles Amel, aujourd'hui, la dame vraiment assise et regarde ce programme et a ses 3 enfants sous la main. Moi, j'aimerais, avec vous, qu'on établisse un peu le chemin ou alors les parts de responsabilité ici. Est-ce qu'il y a des péchés que la dame aurait commis qui, aujourd'hui, font qu'elle paye le prix de rester à l'écart des biens que son partenaire a laissés? Isabelle Carole, Oui. qu'elle retrouve ses manches, elle va à Bomono ou Souza, elle supplie un petit hectare de terrain, elle accepte de perdre cette année, elle cultive la patate, le macabo, le plantain, les pastèques ou les tomates, elle va vendre, elle va se refaire. C'est tout. Tout ce que vous voulez qu'on fasse là, c'est animer la galerie. La mère peut vous dire qu'elle n'a jamais pris les papiers. Mais elle, au moins, elle Je dis la mère peut vous dire qu'elle n'a que la jamais pris les maison est en papiers. location, elle n'a jamais reçu un seul ça reste. Toi qui viens revendiquer, tu revendiques en qualité de quoi? La mère de ses enfants, par Tous les exemple. papiers ont été modifiés. La mère des enfants, en tant que la mère des enfants, Tout au moins. cette maison a été construite avec mes efforts et ceux de mes enfants. On a seulement Prouvez- tollé. prouvez le Prouve contraire. que tu as mis tes 5 francs dedans. Tu as une facture. Pourquoi elle va aller entrer dans des bagarres inutiles? Elle a l'argent à dépenser. C'est le préfet qui va aller faire quoi? Le préfet va demander qu'on se réfère à la loi, c'est qui? Non. Vraiment. Dominique Audrey, est-ce que c'est aussi facile que ça? Parce que blessé, oui, on est d'accord. Parce Mais que comment- ce pincement qui l'anime de savoir qu'elle n'a pas de quoi se mettre là-dedans et de savoir que de l'autre côté, quand même, il y a des biens qu'elle a forgés avec son chéri. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à rentrer en possession de ça quand même. Cette femme elle a quasiment mis 10 années de sa vie en suspens. Parce qu'elle a Pour un homme. continué d'espérer qu'on pourrait lui rendre ce bien. Elle a perdu 10 années. Oui. Ce n'est pas facile. On ne va pas prétendre que c'est facile de tourner le dos et tout et tout. Mais si on vous a menacé une fois au point où vous avez cédé l'héritage de vos enfants, imaginez ce qu'on va faire à votre première fille aujourd'hui qui du jour au lendemain peut trouver un emploi d'infirmière, de médecin, je ne sais pas trop quoi, qui pourra vous aider. Et mystiquement, ou bien dans le noir, on décide de faire du mal à cet enfant qui est venu revendiquer ce bien. Qu'est-ce qu'on peut faire à votre deuxième garçon qui est en 3e? Qu'est-ce qu'on va faire à votre enfant qui a 13 ans? Vous devriez penser à ça. Vous avez pu vivre 10 années, 10 ans,
vous avez pu nourrir vos enfants, soigner vos enfants, les scolariser dans la mesure du possible, ça veut dire que vous pouvez encore le faire. Je sais que c'est difficile de savoir que vous avez une maison, 3 chambres, salon, cuisine, douche, magasin, qui peut vous rapporter par mois 150 000 au grand maximum, mais il faut laisser tomber. Franchement, il faut laisser tomber. Le plan B que vous élaborez pour cette femme, vraiment, c'est lequel? Laisser tomber, ne plus penser à ses biens, notamment cette maison, le loyer, ne plus penser à ça, se focaliser sur quoi désormais? Elle se cherche une activité. Elle a pu nourrir ses enfants 10 ans. Elle a pu scolariser ses enfants 10 ans. Ça veut dire que tout est encore possible. Tout est encore possible. Malheureusement, vous êtes tombé dans une mauvaise famille. Et moi, je ne condamnerai pas une femme qui a fait 15 ans sans être épousée. Parce que pour construire une maison, ça demande beaucoup de moyens et ça prend du temps. Donc, rien ne nous dit qu'après la construction de la maison, le monsieur n'avait pas projeté de l'épouser. Il y a des familles où on n'accepte pas les avances de dot. Il y a des familles où si vous n'avez pas les moyens de doter la fille, on ne vous reçoit pas. Mais vous aimez la fille et elle vous aime également. Elle est prête à rester avec vous jusqu'à ce que vous soyez préparés. D'autres jours, Charles Hamel vous dira... Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous épouse rapidement? La question également, même si elle est un peu brutale, elle se pose également. Donc, cette femme, on ne peut pas, en tout cas moi je ne vous reproche pas d'avoir aimé cet homme de l'amour que vous l'avez aimé, de lui avoir donné les enfants que vous lui avez donnés. Mais aujourd'hui, vous devez savoir que vous êtes le père et la mère de vos enfants. Vos enfants, vous devez vivre pour eux, pour qu'ils puissent vivre. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas à vous plaindre. J'aurais pu vous dire, contactez un avocat qui va pouvoir vous conseiller, qui va, mais ça va vous coûter l'argent que vous n'avez pas. Figurez-vous que la dame m'a dit, s'il vous plaît, le jour que vous allez parler de ce sujet, prévenez-moi que j'aille regarder la télé chez ma mère parce que je n'ai pas de télé. Donc cette femme est vraiment, vraiment indigente. Elle n'a pas d'argent. Dans le peu que vous avez, vous ne pouvez pas le dilapider dans une guerre comme celle-là. Considérez simplement que l'État a arraché ce terrain et qu'on va démolir pour utilité publique ou alors tout simplement que tout a cramé. Mais rassurez-vous que les personnes qui vous ont fait du mal, qui ont été à l'origine des larmes de vos enfants, paieront le prix qui va avec cette souffrance-là. Donc, passez à autre chose. Si vous avez les moyens, Charles Hamel vous a suggéré quelque chose. Ou alors, vous retournez simplement en famille, sortez de la location. Parce que si vous êtes en train de louer et que ça vous coûte, alors que chez votre mère, vous avez la possibilité d'avoir un gîte, et bien retournez-y. Peu importe les railleries, les moqueries, le doigt qu'on aura pointé sur vous, retournez et recommencez à zéro. Vous n'avez que 36 ans aujourd'hui, donc vous pouvez encore recommencer. Donc, elle avait 26 ans et c'est ça qui l'a trompée. Ne vous trompez plus jamais de cette manière-là. Référez-vous toujours à votre famille. Toujours et toujours. Mieux vaut que ce soit votre famille qui vous rejette. Parce que là, vous avez la possibilité de revenir. Référez-vous. L'erreur que vous avez faite, ma fille, c'était de remettre les papiers. On les remet à sa mère, à son père, au chef de famille. Oui. Et là, vous auriez dû dire à votre belle-mère, maman, je n'ai même pas. C'est la mère qui l'a repris là-bas. Elle va lancer les mots, vous les répertoriez là-bas. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Débrouillez-vous autrement. Laissez ça. Laissez ce qui est perdu. Les messages. Alors, bonjour à vous. Quant à l'histoire du jour, la vie est un éternel recommencement. D'apprendre et à perdre est un pas vers l'ascension. Je rejoins les autres le plateau. Je pense que la dame devait reprendre tout à zéro en oubliant qu'elle a eu à avoir un terrain avec ce monsieur et construire. Autre message ce matin. La dame a eu tort peut-être d'investir sans être mariée, si bien si le bien appartenait vraiment à son mari et les enfants ont très mal, les enfants écopent aujourd'hui. Je pense qu'elle devrait d'abord conseiller le chef de famille avant de remettre les papiers du terrain à sa belle-mère. Les belles-mères sont toujours comme ça de nos jours. Non, les nôtres nous aiment. Hein. Ne sommes pas comme ça. En 2000, c'est une belle-mère sorcière. En 2000, c'est une belle-mère sorcière. Elle a compris que son fils avait laissé les biens. C'est pourquoi elle retourne aujourd'hui pour récupérer. Elle n'a même pas pitié de cette dernière, franchement. Elle peut ne pas avoir pitié de la femme, mais de ses petits-enfants. C'est une situation très récurrente chez
la personne a précisé chez les Bamileke, je ne sais pas si je fais bien de préciser, officiellement mariée ou pas, c'est sa femme laissée qu'elle gère les biens de son mari. C'est pas seulement le propre de cette personne-là, ça se voit partout. Le Elle cas n'a pas été dotée. d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Elle n'a pas été dotée. Donc, on ne se trompe pas du partenaire car l'amour a été réciproque au début. Donc elle supporte tout simplement ce qui se passe après le décès de son mari. C'est Merlon qui envoie le message. Autre réaction. Alors, cette fille est responsable de tout ce qui lui arrive aujourd'hui, ayant fait un premier enfant à 17 ans. Ça se comprend que tout le monde peut commettre une erreur, mais 2 à 3 enfants et aller au-delà, ça veut dire qu'à un moment donné, elle a consenti, elle a certainement le résultat de ses propres parents. Elle n'a pas été visionnée actuellement. La seule chose qui lui reste à faire, c'est de se battre positivement pour l'éducation et le suivi de sa progéniture, qu'elle coupe d'abord les liens avec sa soi-disant belle famille, car elle ne l'aime pas et ne l'a jamais aimée. D'accord. On va passer à la colère de ce matin. Sur la question de la énième rupture de la digue de Maga à l'extrême nord Cameroun. Comment comprendre cette énième rupture de la digue de Maga? Une digue qui avait vu la descente de plusieurs ministres de cette république, aller s'enquérir, aller étudier, faire des travaux de faisabilité, disons-le simplement, pour éviter désormais de grosses catastrophes. Maga est une commune du Cameroun située dans la région de l'extrême nord et le département du Mayo-Danaï, qui se trouve à proximité de la frontière avec la République du Tchad. La digue de Maga, vieille d'une quarantaine d'années et longue de quelques 130 km, est constituée de 3 tronçons dont la partie non compactée s'avère fragile et sensible à la pression des eaux. Pourquoi aucune réflexion n'a été entreprise depuis la construction de la digue dans les années 70? Le gouvernement camerounais avait créé un lac de retenue d'eau à Maga et érigé une digue barrage, tous deux aujourd'hui fortement dégradés et affaissés sous le poids de l'âge et en l'absence d'un entretien adéquat. Pourtant, le Tchad, à l'opposé, travaille à la maintenance et à l'entretien depuis des années. 2 ans après, une énième rupture. La digue route de Maga, entre Kousseri dans le Logone et Chari et la borne 52 dans le bec de Cana, dans le Mayo-Danaï, a de nouveau cédé. La dernière rupture remonte en 2020, soit 2 ans en arrière. Une rupture qui, dit-on, a été causée par de fortes intempéries qui s'abattent dans la région. Ce n'est pas la première fois que ces digues se retrouvent à être rompues. Chaque fois, on fait du définitivement provisoire et non du provisoirement définitif. Allez donc vous rendre compte de l'argent qui a été décaissé, des fonds qui ont été mis en 2020 pour que jamais plus ce problème n'arrive, et comment comprendre qu'on se retrouve encore dans un bis repetita pour des mêmes causes produisant les mêmes effets. La digue est vétuste et menacée de se rompre depuis longtemps déjà. Conscient de ces dangers qui menaçaient non seulement la vie mais aussi la santé des populations, les Lawan, chefs traditionnels de certains villages, ont pris l'initiative
d'écrire au président de la République pour l'interpeller sur cette situation d'insécurité. Ce courrier n'a apparemment pas été pris au sérieux. Disons-le concrètement. En 2003, 2012, 2020, ces chefs traditionnels ont écrit pour dire attention, attention, attention à la digue. Ils sont adressés à qui de droit? Après des non-réponses, ils se sont directement adressés au chef de l'État, qui lui aussi n'a pas répondu. Pire, en 2003, la World Meteorological Organization attirait déjà l'attention des autorités publiques camerounaises sur les risques de rupture constante et permanente de la digue de Maga. En l'occurrence, elle avait averti cette association, le ministère de l'Environnement et des Forêts, le ministère de l'Eau et de l'Énergie, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Recherche scientifique. Qu'a donc fait le secrétariat permanent à l'environnement du ministère de l'Environnement et des Forêts, du plan national pour la gestion de l'environnement? Rien. Dans ce plan figurait l'étude et la gestion des eaux des crues de la plaine du fleuve Logone depuis le danger, il fallait le dire, les populations ont vécu dans les années 2000. Le danger s'est accru du fait de la réalisation d'une immense digue construite par le Tchad voisin le long de ce même fleuve. Savez-vous que du fait, la digue a cédé d'importants dégâts ont été enregistrés. On accuse la digue du Tchad, pourtant le Tchad avait demandé au Cameroun qu'ils joignent ensemble leurs efforts pour faire une digue, ce qui n'a pas été fait. Des maisons, champs de culture, bétail et autres objets ont été emportés par les eaux du Logone. Des milliers d'enfants n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école parce qu'à ce moment, bloqués par les eaux, plus de 40 000 personnes sont directement affectées par les inondations dans les arrondissements de Zina, Maga et Kaikai. La famine est en train de frapper de plein fouet ces populations obligées de chercher refuge à des endroits jugés sécurisés. Plusieurs risques restent encore évalués, notamment en termes de protection, dans un contexte de vulnérabilité accrue et où les tissus communautaires sont très dégradés avec la dispersion des victimes. Où sont passés les 1000 milliards de francs CFA décaissés par le ministère de l'économie au sujet de la construction définitive et solide de la digue de Maga? La question ou les réponses, allons les trouver sur les lèvres du ministre Alamine Ousmane May. Et cette réponse-là, vous pensez vivement qu'il donnera cette réponse, qu'il aura des propos quand même qui puissent apaiser le cœur de cette personne du côté de l'extrême nord, à se retrouver avec cette digue de Maga qui nécessite simplement des fonds pour être correcte et permettre qu'on soit à l'abri de pas mal de choses, ou du moins de ces inondations et autres que ça peut s'entraîner. Bon, moi je veux comprendre avec vous le silence de ces autorités, parce que avoir des chefs traditionnels qui en 2003 décident d'écrire, en 2012 font pareil, en 2020 reviennent encore avec une autre lettre, avoir successivement ces lettres adressées à qui de droit j'allais dire, mais avoir en retour un silence absolu. Comment interpréter ce contraste? Justement, c'est ça le problème. C'est le problème. En plus de cette lettre des autorités traditionnelles, oui, le gouvernement tchadien saisit chaque fois le gouvernement camerounais. Donc, dans les accords d'État à État, les hautes autorités tchadiennes nous ont saisis et on ne fait toujours rien. On ne fait toujours rien. Ici, le temps du président ne commande pas la nature. Le temps du président ne peut pas commander la nature. Donc, les pluies ne vont pas attendre lorsque notre président décidera du moins d'arranger la digue ou pas. Les pluies ont leur, j'allais dire quoi, leur programme, leur emploi du temps à elle. Et la nature a son emploi du temps à elle, qui ne tient pas compte de notre emploi du temps. C'est nous qui devons nous arrimer à l'emploi du temps de la nature. Et l'autre chose, lorsqu'on a un ouvrage qu'on suit, on doit l'entretenir. Et quand on ne l'entretient pas, bonjour les dégâts.
c'est vraiment... Votre question est embarrassante, mais elle est bien, mais on ne sait pas comment répondre. C'est-à-dire, vous me dites, bon, attention, votre maison est en train de s'écrouler. J'ai dit, vous me dites 2, 3, 4 fois. Je dis rien, à un moment, je mets les mains sur la tête, j'ai dit, ouais, ma maison s'est écroulée, c'est quand même terrible. Et surtout qu'à chaque fois, le préfet c'est du Mayo Danaï, d'abord, qui couvre la zone, oui, c'est le Mayo Danaï. Il donne des répartitions selon lesquelles, par exemple, dans l'arrondissement de Kaikai, il y a tant nombre de lots qui seront répartis. Dans les zones de Mahuru, dans les telles zones, il y a 1065 lots qui ont été, mais l'État ne fait rien, le gouvernement ne fait rien pour que les populations quittent les zones dangereuses pour occuper les zones plus appropriées et qui ont d'ailleurs été répertoriées par cet État. On ne comprend vraiment pas du tout. Alors, c'est difficile. Une population déjà qui a du mal à survivre, parce qu'en réalité, de ce côté-là, on survit, on lutte avec la faim, on lutte avec la sécurité islamique Boko Haram, on lutte avec les intempéries, on lutte avec tout. Et maintenant, on arrive encore avec cette digue aujourd'hui qui pose un sérieux problème. Parce qu'on parle quand même d'une quarantaine d'années. Ça veut dire qu'en réalité, s'il y avait vraiment juste un peu un zeste de volonté, je crois qu'on serait loin, Charles Hamel. Écoutez, le Cameroun fait fi et s'en fout de la maintenance. Le Cameroun s'en fout de la maintenance. Pourtant, c'est quelque chose d'assez élémentaire et primordial. Kamwata, maintenance. Eneo, maintenance. Hôpitaux, maintenance. Les bureaux même, les ministères. L'aéroport du côté de Yaoundé, on a vu ça. Le Cameroun, on ne connaît pas la maintenance. On connaît le nouveau, le bling-bling. Après ça, basta, on s'en fout. En 2012, on était à Girvidik. Lorsque le chef de l'État avait envoyé une équipe de ministres sur le terrain apporter son aide. Dans le message du chef de l'État, il avait dit qu'il va construire la digue de Maga. C'était une promesse qu'il avait faite. Du moins ceux qui étaient porteurs de son message à Girividi. Ça fait 10 ans. Il n'y a pas de digue. 2020, il y a rupture de la digue de Maga. On a les mêmes ministres qui redescendent avec des paquets, dont du chef de l'État, qui d'huile, qui de brosse à dents, qui de trucs. On cherche pas là, vous allez dormir, tenez ça, brossez-vous les dents à l'air libre, puisez l'eau même de la digue, rincez votre bouche, lavez-vous. On reviendra plus tard. On a partagé quelques milliers de billets et après on a dit, basta. L'argent a été décaissé pour la réflexion. Qui a gagné le chantier? A-t-il livré le chantier? Qui a réceptionné le chantier? Nous avons affaire à des incompétents. Nous avons affaire à l'incompétence de l'incompétence dans ce pays. On prend les mêmes pour faire les mêmes erreurs. Voilà comment on vit dans un pays où les gestionnaires ne se posent pas la question de savoir, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on va retenir de moi? Vous êtes étonné qu'à Yaoundé, quand vous parlez d'un maire de la ville de Yaoundé, on revient toujours à André Fouda. On ne cite plus aucune personne dit André Fouda. Vous pensez que c'est la nostalgie? C'est les gars qui ont su, par leur travail, laisser leur empreinte. Quand on parle de Pokosi, à Douala, quand on parle de Pokosi, les gens, il y a des gens qui ont laissé leur empreinte. Ceux-là pensent qu'on vous dira quoi d'eux? Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on devra se souvenir. Cette digue est dans un état abracadabra. Voici une énième rupture. Je peux vous assurer qu'à ce moment, on se demande où est passé le programme d'urgence de lutte contre les inondations dans cette partie qui avait reçu de l'argent. Parce que là, la digue a lâché. Parce que c'est la première conséquence directe. Ça a inondé des maisons, le bétail, tout est parti. La famine est en train de s'installer. Vous avez vu, on n'en parle pas. C'est passé bouche cousue. On n'a pas fait état de cette énième rupture de la digue de Maga. Mais c'est trop pour des populations qui chaque fois donnent 100%. C'est comme cette histoire de Hitler. Hitler qui dit, je vais vous démontrer comment est le peuple. Il attrape un poulet vivant qu'on a affamé.
il plume le poulet en arrachant les plumes de manière vivace. Face au cri du poulet, il ne réagit pas. Après, il lâche le poulet. Il prend des graines de maïs, il dépose. Le même poulet est venu picoler. Ça m'amène à me poser la question de savoir comment les populations vont donner chaque année 100%. Élection présidentielle, 100% élection. Alors qu'on a des problèmes. Toute la zone de Zina, la zone de Kaikai, toute cette zone de Maga, c'est des inondations à ciel mativeux. Voilà la digue qui a lâché. Cette digue va impacter sur la Seigneurie. Cette digue va impacter sur les entreprises qui sont à côté. On veut sauver donc quoi au Cameroun? Le ministère de l'Environnement avait reçu un courrier. Le ministère de l'Agriculture avait reçu un courrier. Le ministère de l'Eau et de l'Énergie avait reçu. Mais vous vous rendez compte qu'on a affaire à des gens qui se disent tant que Yaoundé mange, le Cameroun a mangé. Tant que Yaoundé a l'eau, vous avez vu, Yaoundé n'a pas eu l'eau. Il a fallu 2 ou 3 appels avec insistance de certaines familles pour qu'on débarque. Le directeur général de l'entreprise en disant qu'il travaille mal, en disant que Douala n'a pas de cas, n'a pas d'eau, n'a pas de choses. On en souffre. C'est pas lui qui va dire, c'est la politique générale. Est-ce qu'on a une politique dans le général? Je vous dirais littéralement non. Ces populations vont abandonner cette zone, ils vont devoir fuir parce qu'il y a trop d'inondations, la famine, les maladies hydriques. Ils vont faire comment? Je vous assure, c'est difficile. Oui, on peut imaginer le calvaire de ces populations-là. Pamela Fomen, on assiste, on observe, on regarde un tissu économique se dégrader complètement. On prend plaisir à avoir quand même ce tissu économique-là se voir s'effriter comme ça, ne rien dire au moins pour sauver cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout qui est paralysé, en effet. Tout ce qu'on peut avoir comme activité tout autour. Ces familles qui vivent en majeure partie, ça aussi, il faut le dire, de bétail de ce côté de l'agriculture. Mais quand on parle d'inondation, même les bêtes sont exposées. Elles aussi, malheureusement, ne pourront pas tenir. L'agriculture va prendre un sérieux coup. Les entreprises, les activités qu'on a dans cette localité également vont mourir. Et ce sont ces populations qui vont commencer quotidiennement à lutter avec la faim. Ça ne dit rien à personne. Vous savez, quand on en parlera aujourd'hui, demain on viendra, on en parlera, ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce qu'il faut que le gouvernement nous dise vraiment si la région de l'Eskrem ne fait plus partie du Cameroun. Il faudrait mieux qu'on le sache. Lorsqu'on parle des enseignants qu'on affecte de ce côté, ils ne vont pas. Lorsqu'on parle de la faim, l'Eskrem Nord. Lorsqu'on parle de ceci, l'Eskrem Nord. Vous voyez, monsieur, un homme qui a peut-être pris sur lui alors toute sa vie de construire un habitat et qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a une inondation en train de ravager. Vous pensez que l'homme va faire comment? On vous dit que dans ces zones, les enfants ne parviennent plus à aller à l'école. Vous comprenez que l'école n'est plus une priorité pour tout le monde. Ce n'est plus une égalité. Si peut-être dans la région du littoral, les enfants vont à l'école, du côté des enfants ne vont pas à l'école parce qu'il y a inondation. Vous faites comment? On parle d'un montant de 1 milliard qui n'a jamais été justifié. 2012, 2020, nous voici en 2022. Vous pensez que c'est maintenant qu'on va justifier ce montant? Peut-être qu'il y aura moins d'hommes, ils vont sortir de leur cachette pour sortir encore notre montant qui peut-être ne sera pas justifié, nous disant que non, on va essayer d'arranger qui ne sera jamais fait. On reviendra en 2025 ou en 2030, sur les mêmes problèmes. Comment est-ce que, Dominique Audrey, on peut être incompétent pour construire, compétent pour détourner? Qui se cache derrière? La compétence existe. Elle est présente, elle est même omniprésente. C'est la volonté d'arranger les choses, que les choses soient bien faites, qui n'existe pas. La situation qu'on décrit aujourd'hui est une situation qui est prévisible, tout comme les routes. Les routes ont une durée de vie. Donc, lorsqu'on se rend compte qu'il y a une route qui commence déjà à se fissurer, on doit simplement interroger la date d'aménagement, de construction de cette route et savoir que passé 50 ans, passé 30 ans, je dis n'importe quoi, on doit déjà voir dans quelle mesure réaménager cette route avant qu'elle ne commence à faire des nids de poules. Donc, parlant de cette digue-là, on sait pertinemment qu'elle était déjà dans un état où il fallait voir dans quelle mesure la réhabiliter, l'aménager de nouveau pour ne pas avoir d'incident majeur. Donc aujourd'hui, quand vous dites que
le matériel a été emporté, les bêtes ont été emportées, les champs ont été ravagés. On vous dira c'est un moindre mal. Dieu merci, nous n'avons enregistré aucune perte en vies humaines. Donc dès maintenant, on va prendre des mesures pour pouvoir arranger cette situation-là, basta. Mais si on vous avait dit, il y a eu des gens qui ont été emportés avec les eaux et autres là, je vous rassure, certainement il y aurait déjà eu une délégation qui serait descendue sur le terrain, on aurait à ramener le tam-tam, qui aurait fait des reportages, ainsi de suite. Aujourd'hui, le seul sentiment qui peut animer les populations environnantes de cette digue-là, c'est l'abandon. Si vous rencontrez ces gens qui vous disent aujourd'hui, nous on ne voit pas ce à quoi on sert au Cameroun, il vaudrait mieux pour nous qu'on devienne des Tchadiens, des Nigérians, des Ghanéens, des Béninois et tout et n'importe quoi, parce que simplement nous assurer d'être en vie, nous assurer des nuits paisibles par cette saison de pluie, notre gouvernement n'a pas pu le faire. Quand on est en saison de pluie, il y a des crues. En saison de pluie, on doit pouvoir prévoir qu'il y aura telle intensité, il peut avoir un certain nombre de choses. Pour les personnes qui vivent dans des quartiers où il y a des inondations, par exemple ici à Douala, on observe, on sait qu'une pluie qui a commencé à 12 h et qui continue jusqu'à 16 h, à 18 h, 19 h par là, il y aura l'eau qui va entrer dans les maisons. Par conséquent, on commence à apprêter les choses dans les maisons. Mais on a des gens qui ont des formations pour la gestion de ce genre de crise. Comment vous expliquer donc qu'on a livré le chantier et qu'il n'y ait pas eu quelqu'un qui vienne contrôler en disant « Ok, voilà le chantier qu'on nous a livré, à tel niveau, le constructeur a fait telle ou telle autre erreur. » Parce que, par exemple, lorsqu'on achète un véhicule, généralement, l'acheteur ramène son mécanicien qui étudie le véhicule. Donc, on veut nous dire que jusqu'ici, on n'a pas une personne qui contrôle les ouvrages. On n'a personne qui soit en train d'auditer tous les chantiers qu'on a. Conséquence, aujourd'hui encore, c'est arrivé ici, demain ça va arriver ailleurs, on va réhabiliter et ça va encore se produire. Donc ce qu'on peut dire simplement aux populations, c'est de voir dans quelle mesure elles peuvent se déplacer de là pour se mettre en sécurité. Encore que même se déplacer aussi, c'est une autre paire de manches, c'est pas du tout évident parce que vous avez des personnes qui sont en train de camper. Ils vont aller dans la gueule. Et il y a des endroits qui sont pratiquement invivables. Jeudi, ils vont aller où ils vont à l'école, vont faire. Il y a des endroits où vous êtes, l'école est à 1000 mètres de là, c'est trop compliqué. Le programme d'urgence et de lutte contre les inondations avait dessus l'argent pour pouvoir construire des maisons décentes, des habitations décentes, pour stabiliser la population en attendant l'aménagement. Et les lots avaient d'ailleurs été répertoriés. Oui, d'accord. On reviendra après la lecture des messages. Ce sera en deuxième partie qu'on le fera après avoir grignoté la revue des réseaux sociaux. Vous avez tout intérêt à rester des nôtres.